Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Je voulais faire le suivi d'un dossier important qu'on a abordé la semaine dernière. J'avais parlé à un importateur d'équipements médicaux, c'est comme ça que ça a commencé, qui me disait que lui, il y aurait des sérieux enjeux s'il y avait effectivement des tarifs sur tout ce qui venait du Canada, comme il s'approvisionne des États-Unis, et qu'il y aurait, selon ce que nous disait le premier ministre du Canada, réciprocité en termes de tarifs, c'est-à-dire que lui disait, le matériel que j'importe des États-Unis, qui fournit d'ailleurs à la plupart des hôpitaux universitaires du Québec, il y aurait donc un surplus d'autant, que ça soit 25%. Bon, là, évidemment, on a gagné un peu de temps là-dessus. Ça sera pas avant mars. On l'a vu également pour l'aluminium et l'acier. On vient de s'en parler. Mais toujours est-il que ce qu'il me disait, en plus, c'est qu'avec les compressions dans le fameux 1,5 milliard dans le réseau de la santé, cet homme d'affaires-là me disait, moi, je suis très inquiet. Puis, il y a beaucoup de gens, des médecins, des oncologues, des radiologues à qui je parle, qui me disent, il y a des patients qui n'auront pas les soins qu'ils veulent, auxquels ils ont droit. Il y a des gens qui vont mourir. Évidemment, moi, quand il m'a dit ça, je vous avoue que je me suis mis à m'inquiéter sérieusement pour nous tous. Et on a creusé le dossier. On a parlé d'ailleurs au docteur Julien Réaume-Lannoy vendredi dernier, vice-président de l'Association des radiologistes du Québec, qui confirmait effectivement ce que m'avait dit cet entrepreneur, qui confirmait qu'aujourd'hui, avec les compressions dans le réseau de la santé, il y a des médecins qui craignent le pire. Beaucoup de spécialistes, d'ailleurs, ils ont même signé une lettre. Il y en a 6 d'entre eux, et pas les moindres, des chirurgiens, des oncologues, des radiologistes, des intensivistes qui le disent, qui sonnent l'alarme, qui disent, là, en ce moment, là, on est en train de couper là où on ne devrait pas, et ce sont les soins et les traitements aux patients qui vont payer pour ça. Un extrait de cette entrevue avec le docteur Julien Réaume-Lannoy. Actuellement, à l'hôpital Le Gardeur, ça, c'est à Repentigny, dans la Naudière, pas loin de la circonscription d'un certain François Legault. Fait que ce qui arrive là, c'est que il y a une salle de radiologie interventionnelle flambant neuve qui a été payée l'année passée, puis le soir, la nuit, elle est non fonctionnelle parce qu'il n'y a pas de personnel pour la faire couper. Fait que ça, c'est gravissime parce que ce qui arrive, par exemple, une patiente qui saigne, okay, parce que ce qu'on fait dans ces salles-là de radio-intervention, c'est qu'on va bloquer, par exemple, des vaisseaux qui saignent, une patiente qui est en hémorragie. Exemple, une patiente en hémorragie post-partum, une patiente qui accouche, ce qui arrive, c'est que souvent nos collègues gynécologues ils essayent par des médicaments, par la compression d'arrêter le saignement. Des fois, il arrive un moment où ils ne sont pas capables. Okay? Faut intervenir. Exactement. Faut une chirurgie. En 1998, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait l'utérus. On faisait une hystérectomie pour sauver la vie de la patiente. En 2025, ce qu'on peut faire, c'est aller emboliser les artères, donc passer par les artères, bloquer le saignement. Mais là, à partir de 4 heures le soir à Le Gardeur, puis la nuit, ce service-là, il n'est pas disponible. Fait que 2 choses l'une. Soit on transfère la patiente à Montréal, mais souvent, c'est des patientes qui sont instables, on n'a pas le temps de les transférer, ou bien on fait le traitement de 98, c'est-à-dire qu'on enlève l'utérus. On enlève l'utérus. C'est assez incroyable. Je n'en reviens pas encore. J'ai essayé de voir, est-ce que c'est déjà arrivé? Là? Est-ce qu'on est capable de dire, moi... Et d'ailleurs, je vous le dis à vous, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez une proche qui a vécu ça, là, récemment, on m'a dit, pour le moment, on n'est pas capable de mettre un nom, de dire, est-ce qu'il y a effectivement une patiente qui n'a pas pu bénéficier de ce genre de soins et qui s'est fait enlever l'utérus plutôt que d'avoir accès à cette technique de radioembolisation. C'est vrai que c'est difficile d'être capable de mettre un nom puis de dire « ça arrive ». Et même si ça arrive, c'est difficile de le prouver. Mais quand il y a des médecins qui nous disent ça, je m'inquiète. Je voulais à tout prix parler au chef du département d'imagerie médicale de l'hôpital Pierre-Le Gardeur, puisque c'est de sa salle de radioembolisation dont il s'agit. Le docteur Michael Mongeau a accepté de nous parler. Bonjour, docteur Mongeau. Bon matin. Alors là, votre collègue, le docteur Julien Réaume-Lannoy, vice-président de l'Association des radiologistes du Québec, ce qui nous a dit, moi j'en reviens pas encore, que des femmes, il nous a même dit, on est en train de faire reculer la médecine au Québec de 15-20 ans. Là. C'est terrible. Vous confirmez ce qu'il me disait, là, que la salle chez vous sert à peu près pas après 4 heures, c'est fini, le soir, il n'y a pas de possibilité de garde parce que
et c'est fermé, et donc les patients qui arriveraient en hémorragie le soir n'ont pas accès à cette technique-là? Ben, effectivement, en fait, on a du personnel de jour, évidemment, pour faire fonctionner la salle. Donc, il y a du personnel à partir de 7h30 le matin jusqu'à 4h30. Si jamais un cas, peu importe quel cas est commencé avant 4h30, bien là, évidemment, le personnel va rester pour qu'on puisse finaliser le cas qui est en cours. Ben, des fois, ça peut déborder un peu. Par contre, une fois que le personnel est parti, si jamais nous, on reçoit un appel, disons à 5h, 6h le soir, mais à ce moment-là, on n'a pas de personnel pour faire ce cas-là parce qu'actuellement, il n'y a pas de garde pour les services de radiologie interventionnelle à l'hôpital. C'est pour des raisons budgétaires à ce moment-là, parce que c'est sûr que, dans le fond, un peu comme un chirurgien a besoin d'avoir une infirmière au bloc, il a besoin d'avoir un inhale ou un anesthésiste, etc. Nous, on a besoin d'une technologue pour faire fonctionner la salle. Fait que si j'ai une technologue, par la suite, ben là, je peux faire le cas, mais si je suis tout seul, évidemment, je ne peux pas faire peu importe le type de cas, parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup d'embolisation, c'est-à-dire le fait de bloquer un vaisseau qui saigne, mais il y a d'autres sortes aussi de procédures qu'on peut faire sur la garde qu'actuellement on ne peut pas offrir. Entre autres, les patients qui se présentent avec des reins bloqués parce qu'ils ont une pierre, parce qu'ils ont un cancer, puis se présentent avec de la fièvre, que l'urologue essaie de en bas, ça ne fonctionne pas, puis ces patients-là doivent être transférés des fois en catastrophe, parce qu'il faut absolument aller permettre à l'urine de sortir d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est des cas qui sont pas longs à faire, mais qu'on doit transférer actuellement parce qu'on n'est pas capable d'offrir les services. Docteur Mongeau, c'est quand la dernière fois qu'il y avait une garde là, qui vous permettait de traiter les gens, peu importe le moment où ils arrivent? Ben, en fait, il n'y a jamais eu de garde de radiologie interventionnelle à l'hôpital. C'est sûr que depuis qu'on a la nouvelle salle, en fait, la nouvelle salle, on l'a depuis le 8 janvier 2024, donc elle est vraiment Ah, c'est nouveau, c'est ça, c'est un élément important. C'est une nouvelle salle, c'est ça. Ah oui, qui a coûté quand même, coûte pas 2 piastres, ce genre d'équipement-là non plus, là, puis ce genre de salle. Non, effectivement, on parle de quelques millions, là. Puis c'est sûr que même avant qu'on ait la salle, on avait déjà essayé de voir comment on pouvait s'organiser pour partir une garde. C'est sûr que là, il y avait une question d'avoir le budget. Par contre, là, avec la nouvelle salle, on peut offrir beaucoup plus de traitements différents, entre autres l'embolisation, mais pas exclusivement l'embolisation, parce qu'il y a d'autres sortes de pathologies qui peuvent se présenter sur la garde qui peuvent nécessiter un traitement urgent. Mais effectivement, il n'y a jamais eu de garde pour la radiologie interventionnelle. Mais en même temps, ce que je comprends, c'est que c'est quand même des nouvelles façons aussi de fonctionner qui vous permettent, vous, comme médecin spécialiste, comme radiologue, d'intervenir, de faire des interventions qui facilitent la vie du patient. Là. On comprend qu'il y a une différence entre quand quelqu'un, je reviens à la femme là, qui, il y a 15-20 ans, se faisait enlever l'utérus. Aujourd'hui, on est en 2025. On fait plus ça. Là. Est-ce que c'est vrai qu'on est en train de reculer de 15-20 ans en médecine au Québec à cause des compressions? C'est sûr que je ne pourrais pas parler de ce qui se passe dans les autres hôpitaux, parce que des fois, il y a ce qu'on entend. Mais mettons chez vous, à Pierre-le-Gardeur. C'est exactement. Disons qu'on, sans reculer, disons qu'on n'avance pas aussi rapidement qu'on devrait. Puis c'est sûr que la garde permettrait de faire un bond en avant, surtout si on réussit à développer le service d'embolisation sur la garde. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, il y a toute une question d'organisation des soins. Parce que, dans le fond, on parle beaucoup de l'hémorragie postpartum depuis la semaine dernière, mais prenons un exemple qui revient quand même un peu plus fréquemment, c'est-à-dire l'hémorragie digestive. Okay? Mm-hmm. Ça, c'est des cas dont on entend quand même assez souvent parler. Si c'est 2 jours que le patient se présente, puis vraiment, on juge, et quand je dis on, c'est les intensivistes, les urgentologues, les gastro-entérologues, parce que souvent c'est une décision qui est prise dans le fond, après discussion. Mais là, si c'est durant le jour, on va pouvoir le faire. Mais si on a l'appel à partir de 4h30, malheureusement, là, on n'a pas le personnel pour le faire. Mais la personne est toujours en hémorragie pareil. Là. Le sang, il n'arrête pas parce que la salle, parce qu'il est 4h30. Fait que vous faites quoi avec le patient? Vous faites quoi avec ce patient-là, Dr Mongeau? En fait, c'est sûr que si nous, on est appelé et à ce moment-là, on dit, bon, malheureusement, on ne peut pas faire le cas. C'est sûr que oui, le patient est encore en hémorragie. Puis, tu sais, je pense que pour mieux comprendre
la trajectoire du patient. Je peux vous donner un exemple type d'un patient. Entre autres, en fait, c'est un exemple concret. Quelqu'un dans mon entourage qui a accepté que je parle de son cas. Il m'a donné son consentement. Ouais. Puis, je vais quand même conserver son anonymat. Donc, en fait, la personne s'est présentée à l'urgence initialement avec une pierre qui bloquait au niveau de son rein. Okay? Puis, vous allez comprendre le point après ça avec l'hémorragie digestive. Là. Donc, il s'est présenté avec une pierre qui bloquait de soir. On a décidé que là, il fallait aller mettre un tube, okay, pour évacuer l'urine, parce que là, il était en choc, là, il était instable, ça allait vraiment pas bien. Ouais. Il a été vu par l'urologue. Heureusement, l'urologue a réussi à mettre le tube par en bas, mais souvent, ça arrive qu'ils ne sont pas capables de le mettre, ou c'est dans le fond dépendant de la taille de la pierre, dépendant si c'est un cancer. Donc, si à ce moment-là, il y avait eu besoin que nous, on installe un tube, c'est-à-dire en radiologie interventionnelle, on n'aurait pas pu le faire parce que c'était passé 4h30. Donc, il serait resté en choc jusqu'au lendemain. Bref, il aurait pu décéder. Il a été hospitalisé quelques jours. Ça s'est amélioré. Puis là, la journée de son congé, il a commencé à avoir des diarrhées hémorragiques. Il a été rapidement pris en charge par l'équipe de gastro-entérologues qui se sont occupés de cette personne-là à merveille. Ont été voir avec des caméras parce qu'il faut savoir que la première investigation, c'est pas de faire une embolisation, évidemment. Il y a plusieurs. Non, c'est d'aller voir. Ouais. Mm-hmm. Exactement, c'est d'aller voir parce que s'il y a quelque chose qui est facilement traitable par endoscopie, c'est-à-dire par la caméra, les gastro-entérologues vont le faire, ils sont excellents pour le faire. À ce moment-là, pour vous donner une idée de grandeur, il y avait 2 litres de sang dans l'estomac. Pour donner une idée de grandeur, on a à peu près 5 litres de volume circulant, c'est-à-dire dans nos vaisseaux. Avec 2 litres de sang, c'est presque la moitié de son sang qui était rendu dans l'estomac. En essayant d'aller voir avec les caméras, ils n'ont pas été capables de voir. En fait, ils n'étaient pas capables d'identifier la source du saignement parce qu'il y avait juste trop de sang. Donc, ils sont retournés à quelques reprises durant la journée. Éventuellement, ils ont décidé, mais là, on ne prend pas le dessus, ça prend une embolisation. Et? Mais là, à ce moment-là, mais ça, c'était avant qu'on ait la nouvelle salle. Mais le problème se poserait également si on a cet appel-là à 4h30 parce qu'on n'a plus de personnel sur place. Ouais. Mais là, commencent les 12 travaux d'Astérix. Parce que on a beau vouloir une embolisation, c'est pas simple. Parce que là, ça implique un transfert. Donc, pour faire le transfert, il faut d'abord que le médecin qui s'occupe du patient soit par... En fait, il faut qu'il appelle le COOLC, qui est dans le fond le centre de répartition pour les soins intensifs, parce que on peut pas juste dire on va envoyer un patient dans un autre hôpital, puis tant pis, ils vont s'organiser avec ça. Non. La façon que ça fonctionne, ils doivent appeler le centre de répartition des soins intensifs. Eux cherchent un endroit où le traitement va pouvoir être donné et où il y a un lit de soins intensifs. Parce mon Dieu. Puis pendant ce temps-là, la personne continue d'être en hémorragie. Docteur Mongeau, bougez pas. Il faut absolument que j'aille à la pause, sinon je vais vraiment être dans le trouble. Fait que, suite de l'histoire. Après, on a également un témoignage. Si vous voulez intervenir, vous faites le 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio.